Bonsoir à tous, bienvenue sur RTI 1. Ces jours-ci, le cacao est devenu l'or brun. Son prix à la tonne vient de dépasser celui du cuivre. Le cacao atteint des prix records sur les marchés des matières premières. La fève s'envole à plus de 10 000 $ la tonne, une hausse de plus de 65%. Après 2 décennies de stabilité, le prix du cacao a grimpé, atteignant 2 500 $ il y a un an, mais 4 fois plus aujourd'hui. Quelles sont les principales raisons de cette embellie? Les producteurs en bénéficient-ils? Les efforts de l'État de Côte d'Ivoire sont-ils suffisants? À côté du cacao, quelle politique du gouvernement dans le domaine du vivrier? Et qu'en est-il de la transformation agricole? Et qu'est-ce qui est mis en œuvre pour nous en assurer une sécurité alimentaire? Voilà autant d'interrogations qui devraient trouver réponse ce soir. Vous êtes dans RTI 1 reçoit et c'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières qui est avec nous pour ce numéro. Kobena Kwasi Adjoumani. Bonsoir, monsieur le ministre d'État. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Je ne serai pas seul à la tâche. Ce soir, c'est Lanciné Bakayoko qui est avec moi pour vous poser des questions, monsieur le ministre. Lanciné Bakayoko est journaliste à RTI 1, chef du service économie de la rédaction. Bonsoir, Lanciné. Bonsoir, Diaby. Bienvenue également. Monsieur le ministre, on va y aller tout de suite avec le tout premier reportage de la soirée et c'est Davis Oyo qui nous le propose. Depuis l'annonce du prix du kilogramme du cacao, producteurs et productrices de la Nawa, la deuxième boucle du cacao, se rendent dans les plantations dans une atmosphère particulière. Nous sommes à Miyagi, localité de la région. Ici, la question du prix du cacao est au cœur des échanges. Pour le prix de cacao qu'ils ont dit à 1500, en tout cas, je suis très contente. Avec le prix, même si j'ai eu un sac, je sais qu'avec un sac là, j'en faire des choses avec. C'était à 1000 francs le début, mais c'est devenu à 1500. Je vois que c'est un peu bon. Le prix est diversement apprécié. La majorité des producteurs de Kouadiokoa Mekro l'approuvent. Moussa, cacaoculteur depuis plus de 20 ans, espérait un peu plus. Le prix à 1500 francs, nous avons apprécié. Mais nous, les planteurs, souhaiterions que d'ici la grande campagne, nous redoublions encore d'efforts. Sinon, actuellement, ça va. La ville de Miyagi est le plus grand producteur de la région de l'Anawa, avec 86 323 tonnes de fèves de cacao produites durant la campagne précédente. Des résultats obtenus grâce à l'implication des coopératives, leur politique, soutenir, sensibiliser et surtout veiller au respect du prix fixé par l'État. Ça fait plus de 15 ans que nous sommes dans la filière et je pense que ce prix-là vient dépasser tous les autres prix que nous avons connus. Nous, la société coopérative, respectons toutes les décisions du Conseil du café et du cacao. Nous avons commencé à faire l'achat, mais vu que la position n'est pas forte, le peu de cacao que nous recevons est acheté selon le prix et c'est 1500 francs. Direction la région de l'Odjibois, une région qui compte dans la production des fèves de cacao. Sa production de la campagne 2022-2023 s'élevait à 172 201 tonnes. Ici également, les avis des industriels et des producteurs sont partagés sur le prix borchant du kilogramme de cacao fixé pour la campagne d'avril à septembre 2024. Pour nous, en tout cas, en tant que producteurs, nous pensons que le prix est salutaire quand on regarde les efforts que le Conseil Café Cacao a menés dans le passé. Parce que dans le passé, ceux qui savent, il y a le prix qui était donné, borchant, était plus élevé que le prix sur le marché. Nous sommes la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao. Mais nos prix, on ne sait même pas pourquoi. Pour nous, c'était 1000 francs, 1500. Pourtant, les autres pays sont en haut. Donc, on ne comprend rien. De Miyagi à Divo, force est de constater que le nouveau prix du kilogramme de cacao fait débat. Certains s'en réjouissent quand d'autres espéraient plus, en raison de l'envolée des cours à la bourse de New York. Merci beaucoup, Davis Oyo. Chers téléspectateurs, sachez que vous pourrez interagir tout au long de l'émission. Ce sera ou par téléphone sympathique Régis Kofi ou en scannant le code QR qui s'affiche au bas à la droite de votre écran. Monsieur le ministre, première question. Comment on explique une telle flambée de prix à l'international? Merci de l'occasion que vous me donnez aujourd'hui de m'adresser
aux Ivoiriens, au nom du gouvernement. Vous savez, nous sommes aujourd'hui premier pays producteur de cacao dans le monde. En 2023, nous étions à plus de 2 200 000 tonnes. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a une baisse de cette production en raison de plusieurs contraintes. Il y a d'abord les contraintes climatiques. Des contraintes climatiques avec le phénomène d'El Niño, avec également les intempéries qui viennent les productions, puisque quand il pleut beaucoup au moment de la floraison, incontestablement, les fleurs vont tomber et vous ne pouvez pas disposer de cabosses de cacao. Il y a le fait qu'au niveau de notre pays, nous avons à un moment donné connu la maladie du Scholen-Schutz. Et quand cette maladie survient, nous sommes tenus d'arracher les plants. Et quand vous arrachez les plants, vous devez attendre aussi quelques années que la terre puisse se reconstituer et avant de procéder à de nouvelles plantations. Or, depuis 2018, nous ne faisons plus de nouvelles plantations. Et puis ensuite, il y a le fait aussi que les vergers sont vieillissants. Et quand les vergers sont vieillissants, cela également a une répercussion sur la production. Aujourd'hui, au plan international, nous faisons le constat que la demande est plus forte que l'offre. Mais l'objectif affiché, il est noble. Comment permettre qu'il y ait une flambée au niveau international pour que la répercussion puisse être faite sur le producteur? Bon, c'est vrai, nous perdons en production, mais nous gagnons au niveau des prix. Et je crois que c'est souhaité. Maintenant, nous sommes en train de voir dans quelle mesure, en raison du fait que la demande est plus forte que l'offre, comment on peut renouveler certains vergers et les jachères qui sont là, qui reposent actuellement, que nous puissions les replanter. Et là-dessus, le Conseil Café Cacao a signé une convention avec le CNRA pour nous permettre de disposer de plants résilients, capables de résister à toutes sortes d'intempéries, de fléaux. D'accord, Monsieur le Ministre. Dites-nous déjà, comment se fait la fixation du prix du kilogramme ici au plan national? Je voudrais rassurer les Ivoiriens que la fixation du prix du cacao est une opération qui se déroule en toute transparence. Aujourd'hui, avec les réformes qui ont été entreprises, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé que 60% du prix CAF soit reversé aux producteurs en raison de la pénibilité de leur travail. C'est une façon pour lui de leur garantir des revenus décents. Et avec la campagne principale, le prix à l'international était de l'ordre de 1635 francs le kilogramme. Lorsque vous faites les calculs, incontestablement, c'est 1000 francs en raison de ce que je viens de vous dire que nous donnons aux producteurs. Sauf qu'il est de 2300, à peu près 2300 aujourd'hui. Non, c'est même plus que ça. Ouais. Nous parlons de 6000 francs
le kilogramme. Je parle du prix CAF. Oui, le prix CAF. Ouais. C'est 6 000 francs, puisque c'est 10 000 $. C'est ça. Mais le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, avec la stabilisation qui est revenue dans le processus de fixation de prix, nous avons opté pour la vente anticipée. Cela veut dire quoi? Le cacao qui fait l'objet aujourd'hui de transactions a été déjà acheté. Aujourd'hui, nous en sommes à la campagne intermédiaire. Mais figurez-vous que chaque fois, nous faisons des efforts pour ne pas vendre la totalité de notre cacao. Et nous nous sommes imposés un certain pourcentage. 80% de notre cacao est vendu par anticipation. Mais nous laissons 20% dans le cadre, bien sûr, des prévisions. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la hausse des prix, nous allons vendre une partie de ces 20%. Et c'est au regard de la vente d'une partie de ces 20% que nous avons pu obtenir un prix CAF révisé en interne qui est de l'ordre de 2326 francs. Lorsque nous faisons des calculs, vous allez voir que nous avons la possibilité aujourd'hui de donner 1500 francs le kilogramme de cacao aux producteurs. C'est une moyenne pondérée que nous faisons. Et c'est ça qui est la réalité. Monsieur le ministre, il y a 30 à 40 ans, les producteurs de cacao vivaient beaucoup mieux que ceux d'aujourd'hui. On ne sait pas très bien ce qui explique cela. La Côte d'Ivoire a pratiqué la vente en spot au début des années 2000, 2001-2002, jusqu'en 2011. Et puis on est revenu à la vente par anticipation. Si vous deviez faire une étude comparative de ces deux processus, de ces deux systèmes, vous diriez quoi? Je dirais d'abord que c'est le système de stabilisation qui est le meilleur. Chacun des systèmes a quand même un avantage et des inconvénients. Non, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous rappeler la genèse. Nous avons obtenu notre indépendance en 1961. 60. En 1960 plutôt, 60. Donc de 61, je veux dire de 1961 jusqu'à une certaine période, nous avons opté pour la stabilisation des produits. Parce que le président Oufoué, qui est l'initiateur de cette stabilisation, que les paysans étaient grugés. Souvenez-vous de la politique de rétention qu'il avait faite en son temps et qui a permis aux multinationales de revoir la situation et de faire des augmentations. Et le président Félix Houphouët-Boigny a décidé donc de mettre en place le système de stabilisation de nos produits. Ça a permis d'abord de pouvoir donner un prix décent aux producteurs, mais en même temps, avec les réserves, on avait la possibilité, quand le prix monte, de respecter le montant indiqué, et quand, de façon drastique, les prix baissent, il avait la possibilité de réguler la chose en permettant que ce soit toujours le même montant indiqué. On a vu ça. Le président Henri Konan Bédié est venu, il est allé dans le même sens que le président Félix Houphouët-Boigny. Mais avec l'avènement des refondateurs au pouvoir, eux ont décidé de libéraliser. Figurez-vous, en son temps, le président Gbagbo avait un mot de campagne, son credo de campagne, les termes qu'il avançait, c'était de dire « Donnez-moi le pouvoir afin que je vous le rende ». Et donc, il a décidé
de faire en sorte qu'il y ait de la libéralisation de la filière café-cacao. Et on a créé une multitude de structures que vous connaissez et qui ont vraiment empiété beaucoup sur le kilogramme de cacao, le prix du kilogramme de cacao qu'on devait payer aux producteurs. Et vous-même, vous avez vu la suite. La plupart de tous les dirigeants, à un moment donné, ont été arrêtés et mis en prison. Comment ces structures empiétaient sur la bonne marche? Oui, mais puisque je vous ai parlé, je peux même vous donner la liste de toutes ces structures qui existaient. On avait l'ARCCC, Autorité de régulation de café et cacao. On avait la BCC, Bourse du café et cacao. On avait le FDPCC, Fonds de développement des producteurs de café et cacao, avec des filiales telles que Sifka Corp, Coco Service, et puis Cori SA, Forexi. Il y a le FGCCC, il y a le FRC, il y a Anaprosi, et après... Chacune de ces entités n'avait-elle pas un intérêt? Chacune de ces entités faisait des ponctions, justement, sur le prix du kilogramme de cacao, si bien que le producteur s'en trouvait lésé. Oui, mais Monsieur le ministre, c'est vrai, il y avait des prélèvements qui étaient effectués sur les producteurs pour financer ces structures. Oui. N'empêche que dans ces structures, c'était quand même des paysans aussi qui étaient suffisamment représentés dans ces paysans. Mais les paysans... Vous pouvez peut-être donner un sens à... Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Oui, mais finalement, quels sont ceux qu'on a choisis pour diriger ces structures? Vous avez la liste? C'est vrai, en général, il y avait quelques fonctionnaires. Le seul qui se réclamait de paysans, c'était Tapédo. Bon, il y avait certes Amouzou. Oui, il y avait certes Amouzou, mais la plupart des directeurs généraux adjoints, des présidents de conseil d'administration étaient donc des amis du président Laurent Gbagbo. Bon, mais cela n'est même pas un problème. Le véritable problème, c'est que au moment donc de la libéralisation, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix minimum de kilogramme de cacao était de 329 francs. Les chiffres sont là, témoins de l'histoire. En 2006. Non, je ne dirais même pas. Je dis le prix moyen. Le prix moyen de cacao. Vous êtes allé dans vos archives, très bien. Je sais que vous faites de bonnes recherches. Mais le prix moyen était de 329 francs. Et le prix minimum. Le prix moyen, 559 francs. Et le prix le plus élevé, c'était 974 francs. Ça avait été 1000 francs à une certaine période. Non, 1000 francs et puis ça a rechuté. Donc, lorsque nous, on fait le ratio, c'est 974 francs. Mais prenez... 1000 francs la veille des élections de 2010. Hein? Oui, la veille des élections. Oh, oui. Tout comme les gens qui ont été arrêtés, on avait décidé de les juger la veille des élections. Après, ça a été reporté pour ne pas créer des problèmes parce que certains étaient des directeurs de campagne d'un des candidats. Allez-y, comparez les deux systèmes. Et donc, je vous ai déjà donné ce prix, les différents prix. Mais au niveau de la stabilisation, lorsque le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, ayant vu les dégâts perpétrés par toutes ces structures sur le kilogramme de cacao des paysans, il a décidé qu'on fasse des réformes. Sur la base des réformes, on a désormais le Conseil café-cacao, qui, en plus de la stabilisation, est une autorité de régulation. Et figurez-vous, vous allez voir la différence des prix. Je vais donner la moyenne, si vous voulez, on peut même aller dans les détails pour donner au niveau de chaque année. Prix minimum, mais prix moyen. Le prix minimum était de 700 francs. Le prix moyen, 844 francs. Et le prix le plus élevé, il y avait 3 fois 1000 francs répétés. Et puis après, il y a eu même 1100 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 1500 francs. Donc, ne serait-ce que par l'analyse des différents chiffres, vous vous rendez compte que
le système de stabilisation est le meilleur parce qu'il garantit les revenus des paysans. Et c'est ça la volonté du président de la République. Et depuis que cela se passe, tout le monde est heureux. Vous avez présenté tout à l'heure les différents paysans. Bon, je sais que certains, sous l'effet de l'influence des déclarations de certaines personnes, ont dû... Monsieur le ministre, vous avez vendu 80% par anticipation. Mais les 20% qui n'ont pas été vendus, qui correspondent à la campagne intermédiaire actuelle, pourquoi vous n'avez pas rendu ça conforme à l'évolution du marché? Pourquoi? Oui, parce que tant qu'on n'a pas fini, vous savez, je vous ai dit qu'il y a des prévisions. Je vous ai parlé de toutes ces difficultés qu'on a avec les changements climatiques, avec le vieillissement des vergers, avec toutes sortes de difficultés que nous connaissons. Donc, le Conseil Café-Cacao fait des prévisions. Bon, il peut dire, bon, l'année passée, par exemple, on a eu 2 200 000 tonnes. Mais il y a des alertes qui font dire qu'il y aura une baisse l'année prochaine. Donc, ils ne peuvent pas vendre la totalité du cacao, surtout que c'est par anticipation. Si vous vendez des fèves de cacao à des multinationales, qu'après, vous n'avez plus la possibilité de leur donner des fèves, vous faites quoi? Donc, ce sont des prévisions. Et c'est après la campagne intermédiaire que nous nous retrouvons pour faire le bilan. Même au niveau de la campagne intermédiaire, il y a 400 000 tonnes de prévues. Mais une grande partie a été déjà vendue. Il devrait rester 100 000 tonnes. Et sur les 100 000 tonnes, on a vendu 33 000 tonnes. Et ce sont ces 33 000 tonnes de vendus au prix actuel qui, ajoutés au prix avant, nous a permis de faire la moyenne pondérée pour avoir 2326 francs. Oui, monsieur le ministre, on sait bien que notre production cette année est en baisse d'au moins 23%. Ça dit que peut-être qu'on sera à 1 800 000 tonnes à peu près. 22,75% à peu près pour le moment. Oui. Mais nous envisageons, nous disons, à la fin de la campagne, ce seront 23%. Alors, est-ce que vous avez pu régler le problème des multinationales pour lesquelles vous faites des réserves de 20% maintenant? Non, moi, je ne suis pas, je ne suis pas celui-là même qui gère au quotidien le conseil café-cacao. Je suis le ministre de tutelle, mais il y a un conseil qui a en charge cela. Et c'est eux qui, au regard des marchés, savent ce qu'ils font. D'ailleurs, le cacao qu'on doit vendre aux multinationales l'a déjà été. Mais il y a des usines qui sont en Côte d'Ivoire et qui, pour la plupart, vont acheter le cacao issu donc de cette période-là. Je veux parler de la campagne intermédiaire. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir des usines installées sans moyen de leur donner des fèves de cacao pour les transformer. Donc nous, on a décidé, et je crois que c'est ce que le Conseil a décidé, de faire la part belle aux industries qui sont ici. Mais je vais vous dire, vous avez dit pourquoi les fruits ont flambé. C'est vrai que peut-être on parlera de la transformation. Mais c'est parce que aussi, au niveau de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons fait des avancées notables dans le domaine de la transformation. Or, la plupart des fèves partaient ailleurs. Mais les usines sont là-bas, qui attendent nos fèves, alors que nous aussi, on a des usines ici. Lorsqu'on fait de la rétention pour alimenter nos usines, c'est sûr que là-bas, il y aura une pénurie. Et pour contenter le marché international et permettre qu'on puisse leur donner des fèves de cacao, ils ne peuvent qu'agir de cette façon. Mais ce qui... Monsieur le ministre d'État, vous avez parlé tout à l'heure du prix maximum qui était à 1500 francs. Oui. Il faut dire qu'on a atteint ça parce que les cours mondiaux n'ont jamais eu autant de succès. On est à 10 000 $ la tonne, ce qui expliquerait peut-être cette grosse montée. Vous avez expliqué que vous faites la vente par anticipation et que ça peut expliquer pourquoi le 1000 francs, ça a grimpé de seulement 50%. Vous faites la vente par anticipation, mais vous avez quand même pu augmenter. Oui, nous avons augmenté, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez suivi
tout le cheminement que j'ai fait, je vous ai dit qu'il y a une partie de la campagne qui a été vendue. Oui. Et donc, on a fait une moyenne pondérée pour trouver 2300 francs prix CAF qu'on a réalisé. Et 1500 francs. Voilà. Vous avez... mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous le faisons, même aujourd'hui, c'est vrai, le prix à l'international ne profite pas aux producteurs tels que nous le souhaitons, mais à la campagne prochaine, si la tendance est haussière, c'est sûr qu'il y aura des répercussions positives sur le kilogramme de cacao payé. Mais nous savons quand même que si la production ivoirienne monte, si les questions climatiques sont réglées et que la pluviométrie devient généreuse, forcément la production va monter. Et donc, je vous ai parlé oui. je vous ai parlé de vergers vieillissants, je vous ai parlé de maladies de Shoal and Shoot, je vous ai parlé de bien d'autres choses parce que, vous voyez, même sous l'effet du soleil aujourd'hui, de la chaleur que nous vivons, l'homme est incapable de résister. Et vous-même, vous savez qu'on nous demande d'aller nous abriter dans des endroits ombrageux, mais la plante ne se déplace pas. La plante est exposée au soleil. Si ça perdure, c'est sûr que nous allons de plus en plus connaître des baisses de production. C'est pour cela que dans le cadre de nos recherches, nous sommes en train de trouver des plans résilients, des plans qui puissent s'adapter à tout type de climat, à toute situation. Monsieur le ministre d'État, nous, on vit cette situation, on n'est pas les seuls qui vivons ça. Nos paysans ont 1000 francs, 1500, mais il y a des paysans d'ailleurs qui ont beaucoup plus de chances que les nôtres. Au Cameroun, par exemple. Ils vivent peut-être les mêmes réalités que nous, mais ils sont beaucoup plus chanceux, les paysans du Cameroun. Comment vous le savez? Ben, je le sais, je suis journaliste. En février, ils avaient 4225 francs le kilogramme, par exemple. Bon. Pendant que vous étiez à 1000 francs. C'est vrai qu'ils faisaient des ventes groupées, mais ils étaient à 4225. Pendant que vous étiez à 1000 francs. Je voudrais, sur ce sujet, éclairer la lanterne des Ivoiriens. C'est malheureux. L'autre jour, j'ai vu un ancien chef d'État à Abouville. L'ex-président Laurent Gbagbo. Dire qu'au Ghana, le cacao est acheté à 3 000 francs. Mais il a été chef d'État. Il sait comment se procurer des informations. Il a des amis au Ghana. La moindre des choses, avant d'aller donner une telle information, c'était de se renseigner auprès de ses amis avant d'aller donner le prix dont il a parlé. Malheureusement, malheureusement pour lui, il se trouve que le jour même où il faisait son meeting, la veille, le Ghana venait de décider du prix du kilogramme de cacao qu'il a fixé à 1500 francs. Quand nous étions à 1000 francs, le Ghana était à 950. Aujourd'hui, le Ghana est à 1500 francs le kilogramme de cacao. Mais je n'ai pas fini. Le Ghana est à 1500. Parce que nous travaillons dans le cadre de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. D'ailleurs, nous irons pour l'inauguration du siège qui se trouve au Ghana et le secrétaire exécutif est ivoirien. Donc c'est vous dire que nous travaillons de concert. Vous ne pouvez pas, devant vos partisans, venir dire des contre-vérités. Mais il n'a pas parlé que du Ghana. Non, non, il a parlé aussi du Cameroun. Il s'est trompé sur le Ghana, mais il s'est pas trompé sur le Cameroun. Non, non, il s'est trompé sur le Cameroun. Parce que vous ne savez pas... Non, non, vous ne savez pas comment les choses se passent. Je vous ai dit que nous sommes premier pays producteur de cacao. Le Ghana est deuxième pays producteur de cacao. Le Cameroun, troisième pays producteur de cacao, avec une production qui varie entre 250 000 et 300 000 tonnes. Eux, ils ont décidé de faire la vente en spot. Mais allez-y leur demander. Moi, avant de venir ici, je me suis renseigné. Et il faut aussi éviter que les journalistes donnent des informations vraiment souvent erronées. C'est ça qui crée toutes ces difficultés. Moi, je me suis renseigné. Le cacao, au niveau du paysan
au Cameroun est payé entre 1300 et 1400 francs. Mais il y a tellement d'intermédiaires qui viennent acheter le cacao à ces prix dont j'ai parlé et qui vont vendre le cacao aux enchères. Ils prennent 50 kilos de cacao ou bien 100 kilos de cacao, 500 kilos de cacao, ils s'en vont, ils vendent aux enchères. Mais quand vous vendez aux enchères, mais le prix auquel vous vendez aux enchères n'est pas le même que vous avez donné aux producteurs. Tellement il y a des intermédiaires. Donc les gens le prix officiel dont on entend parler n'est pas celui que perçoivent les planteurs, que les planteurs du Cameroun. Oui, mais ce sont des chiffres qu'on gonfle. Mais quand même, ils ont fait, j'ai parlé tout à l'heure de vente groupée qui permet aux autorités de contrôler quand vous et de faire échapper groupée, les paysans aux pisteurs et autres intermédiaires. Mais eux, ils ont choisi la vente en spot. Mais quand vous choisissez la vente en spot, vous avez déjà acheté le cacao avec les planteurs à un prix dérisoire, vous faites du stockage et vous observez le marché avant d'opérer les ventes. Mais quand vous faites le constat qu'il y a une hausse, c'est là que vous vendez, vous êtes tenu de vendre aux enchères. C'est ce qui se passe. Monsieur le ministre d'État, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où vous faites la vente par anticipation. Oui. Les résultats sont là. Il y a eu une hausse mondiale qui est vraiment spectaculaire. Les paysans ont 1500 grâce à vos efforts. Mais est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de réfléchir à un autre système qui pourrait être à peu près hybride pour arranger les populations, les paysans au moment où la hausse est aussi forte? Le président de la République, un autre système, Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, nous a demandé de réfléchir sur la possibilité de mettre en place un système de stabilisation, certes, mais dans lequel on intègre des données qui nous permettent de payer le cacao aux producteurs à un prix assez récent et assez décent. C'est ce qu'il nous a dit de faire et nous sommes en train d'y travailler. Et dans tous les cas, je vous ai parlé tout à l'heure de ce que toute la production ivoirienne n'est pas vendue par anticipation. Puisque je vous ai dit qu'on a une réserve de 20%. Il y a 80% qui sont vendus, mais les 20% là, on va réfléchir comment procéder désormais à leur vente. Mais tout dépend des réflexions qui sont en cours et qui vont nous permettre d'aboutir à un résultat vraiment qui va arranger et les paysans et qui va arranger aussi tous ceux qui sont engagés dans le processus de commercialisation du cacao. De revenus décents, ça me fait rappeler quelque chose. Et qu'en est-il du différentiel de revenus décents? Parce que ça aussi, ça permettait quand même de majorer quand même les gains des paysans. Oui, mais est-ce qu'elle est réellement adoptée aujourd'hui ou que son objet soit atteint? Elle a toujours été adoptée. Vous savez, quand on parle de revenus décents, ce sont des sortes de primes que nous donnons aux paysans sur la base de ce que les multinationales ont accepté de donner $400 sur chaque tonne de cacao. Et ça marchait jusque-là. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Il y avait quand même des réticences au niveau des multinationales. Oui, mais certains ont accepté de le faire. Ceux qui n'ont pas accepté de le faire ont été rappelés à l'ordre par le Conseil Café Cacao. Et puis, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est vrai, le président de la République a demandé qu'on affecte 60% du prix CAF aux paysans. Et souvent, on va au-delà. Il est arrivé des fois où on est allé à 72%, 74%. Quand vous prenez le café, par exemple, pour atteindre le niveau 900 francs, on est allé à plus de 96% du prix CAF. Parce que l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, on était un grand pays producteur de café, mais les vergers ont été abandonnés quand les prix ont commencé à chuter. Et aujourd'hui, avec l'embellie constatée au niveau national, certains ont commencé à récéper leur plan pour qu'il y ait de la grande production. Donc, vous voyez, ce sont des mesures que l'État prend pour aider les paysans. Mais c'est la stabilisation qui permet de le faire. Si vous n'étiez pas dans un processus de stabilisation,
que vous êtes dans la libéralisation, en vente en spot, dès que le prix chute, mais le prix auquel vous allez acheter le kilogramme de cacao aussi va chuter. Mais dans notre cas d'espèce, même si aujourd'hui, on est aujourd'hui à $6 000 la tonne, si on tombe à $1 000 la tonne, la Côte d'Ivoire est tenue de respecter le prix plancher à 1500 parce que les réserves dues à cette stabilisation nous permettent d'atteindre cet objectif. Mais si les prix montent, Monsieur le ministre d'État, vous pourrez aller au-delà. Ça sera année N+1. Donc je vous ai dit, il y a un décalage. On pourra aller à 3 000, 4 000. Bon, tout dépend. Prions Dieu que la tendance haussière se maintienne. Si cela se maintient, je vois mal, vous voyez mal le président Alassane Ouattara, qui est l'avocat défenseur des paysans, et ne pas leur affecter ce qui leur est dû. Vous ne savez pas le combat qu'il mène au moment de la fixation des prix. On peut lui proposer des prix. Le Conseil Café Cacao vient, il propose des prix. Mais le président, c'est vrai, ils ont raison de proposer ces prix sur la base de leurs calculs. Mais le président, il prend la décision de dire non, avec ce prix, les paysans ne seront pas heureux. Il faut leur permettre de disposer d'un minimum pour faire face à leurs besoins, à leurs souffrances, à leur dur labeur. Et il le fait si bien. Moi, je suis témoin oculaire de cela. Ceux qui sont loin, ils ne voient pas. Ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent. Mais de grâce, quand on a dirigé un pays à un niveau le plus élevé, on doit faire attention. Et là-dessus, je reviens encore sur ce qui s'est passé à Aboville. Moi, j'aurais voulu que le président, qui a été accueilli par un boulevard 2 fois 2 voies, félicite quand même le président Alassane Ouattara, puisqu'il est parti d'Abidjan. Il a vu qu'il n'y a plus de nids de poules sur la route. Il a vu tout ça, mais il devrait avoir un mot de reconnaissance et de félicitations au président. D'accord. Monsieur le ministre d'État, si vous le permettez, on va suivre un petit reportage sur le sujet justement de la transformation agricole et on va y revenir. C'est signé Tao F. Boué de la direction des magazines de l'information. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix de cajou. Au terme de la campagne 2023, 1 275 935 tonnes de noix de cajou ont été enregistrées contre 1 028 512 tonnes en 2022. Pour la transformation locale, le volume de noix brutes traitées en 2023 s'élève à 265 863 tonnes contre 224 036 tonnes en 2022. Le taux de transformation de cette spéculation est passé de 9% en 2018 à 22% en 2023. Avec ce taux, le pays se hisse au 3e rang mondial des pays transformateurs et fournisseurs d'amandes de cajou après le Vietnam et l'Inde. Preuve que la filière anacarde ivoirienne enregistre de belles performances depuis ces 5 dernières années. Pour le cacao, le pays en est le leader mondial avec une production annuelle de 2,2 millions de tonnes de fèves, dont 34% transformées localement. Avec ces 2 produits agricoles d'exportation, le gouvernement ambitionne de booster la transformation locale. Le cap a été mis sur la position d'exportation, notamment le cacao, l'anacarde. Donc, pour ces deux spéculations-là, on fixe à l'horizon 2030 au moins atteindre les 50% de transformation de nos productions agricoles. En plus de ces 2 spéculations, plusieurs produits agricoles sont partiellement ou totalement transformés localement. Café, manioc, palmier à huile, mangue, entre autres. L'objectif étant de créer plus d'emplois et de richesses afin d'améliorer les conditions de vie des populations. À travers l'élaboration du programme national d'investissement agricole, le PNIA 2 de deuxième génération, il est clairement indiqué qu'il faut un changement structurel de notre économie agricole à travers la transformation sur place de nos produits agricoles. Dans ce sens-là, la Côte d'Ivoire ambitionne de mettre en place 9 agropoles. Les agropoles, ce sont des zones écologiques où on a des spéculations spécifiques pour 9 zones. Et pour chaque spéculation, on va développer toute la chaîne de valeur qui tourne autour de ces spéculations-là pour que la richesse reste sur place et que le développement, in fine, soit inclusif.
Si l'exécutif ivoirien affiche une volonté manifeste de migrer résolument vers une transformation plus accrue des produits agricoles, de nombreux défis demeurent, surtout au niveau des infrastructures. Monsieur le ministre d'État, la problématique de la transformation agricole, voici quelque chose d'essentiel également. Avant d'y revenir, je vais vous demander deux petites choses sur le sujet qu'on vient de terminer. Est-ce que cette hausse, c'est vrai, on va prier, vous avez demandé qu'on prie, mais est-ce que nos experts du Conseil du café-cacao n'ont pas vu venir cette hausse par rapport à la situation qu'on vivait, par rapport à tout ce qui se passait? Est-ce que ça ne pouvait pas être quand même prévisible? Vous me faites revenir sur ce que j'ai déjà dit. Je vous ai dit qu'au niveau du Conseil Café-Cacao, on a quand même des grands experts qui réfléchissent tout le temps. Qui ont vu que cette situation allait arriver. Ils savent qu'il y allait avoir une baisse. Donc dans leurs prévisions, ils parlaient de 1 800 000 tonnes. Mais je veux dire, les cours mondiaux, la baisse, ça c'est clair. Tant que nos planteurs... Non, on ne peut pas. Le marché, il est tellement... Si la demande est faible... Non. Le marché, il est tellement fluctuant qu'on ne peut pas le savoir. Vous avez vu, aujourd'hui, on est à 10 000 $ la tonne. Mais d'ici là, est-ce que cela va continuer? Et puis, il n'y a même plus de cacao avant. Si l'offre continue à baisser, peut-être que la demande va être encore plus grande et les cours vont exploser. Oui, mais il n'y a pas de cacao à vendre, puisque nous avons vendu par anticipation. Et ce que le Conseil a fait, c'est ce qui est viable. Je vous ai donné une idée de tous les prix, que ce soit au niveau de la libéralisation, comme au niveau de la stabilisation. Et vous avez fait la différence. De 320 contre 700, ça, 529 contre 844 et aujourd'hui 974 contre 1500. Contre 1000. Donc la décision est nette. Mais il y a une question qui me taraude. Il y a une problématique connexe, la déforestation. Est-ce qu'on peut faire du cacao sans forêt? Or, tout le monde sait aujourd'hui que dans quelques mois, ça va devenir une vraie question par rapport à l'entrée de cette production dans l'Union européenne. Comment vous réglez ce problème? Comment vous anticipez ça? Non, ce n'est pas maintenant que nous réglons le problème. Ce n'est pas maintenant que nous réglons le problème. Nous avons déjà anticipé avec le Conseil Café-Cacao qui a fait le recensement des producteurs. Aujourd'hui, avec le recensement qui a été fait, nous sommes à 1 042 000 planteurs qui ont été enregistrés, qui ont été... géolocalisés. Non, avec leur plantation géolocalisée. Tout à fait. Donc, là-dessus, ce n'est pas l'Union européenne qui nous a demandé de le faire parce que nous-mêmes, nous savons très bien que nous devons tracer notre cacao. En 2-3 mots, quelles sont les actions que vous posez concrètement en faveur des planteurs, des producteurs de cacao, en dehors donc de cette fixation de prix, Quelles sont les actions que vous posez? Vous me posez la question de savoir qu'est-ce que nous faisons pour ne pas tomber sous le coup de la loi de l'Union européenne. Mais je suis en train de vous dire que vous avez vu même que le Conseil Café-Cacao était avec le représentant de l'Union européenne qui a été très satisfait des avancées de ce que nous faisons dans le cadre des normes européennes. Aujourd'hui, le planteur dispose d'une carte qui l'identifie, mais qui lui permet aussi de faire des transactions financières. Parce qu'autrefois, vous pouvez aller vendre votre cacao en ville et au retour, vous êtes attaqué par des malfrats qui vous attendent. Ce n'est plus ce qui est constaté sur le terrain. Donc, il y a quand même des avancées. Et nous avons, sur la base des recensements, fait le constat que 85% de notre cacao est rural. C'est seulement 15% du cacao qui sort des forêts classées. Et le palliatif, c'est de faire du reboisement. Le Conseil Café-Cacao a déjà planté plus de 7 millions d'arbres
Et l'objectif, c'est de planter 5 à 10 millions d'arbres par an dans les parcelles. Les paysans sont d'accord pour le principe et déjà, nous sommes vraiment très en avance avec ce qui se passe. Vous parlez maintenant, qu'est-ce que, indépendamment du prix affecté au kilogramme de cacao, ce que le Conseil fait. Mais le Conseil fait beaucoup de choses que personne ne sait. Mais ça aussi, ça participe du revenu décent du paysan. Parce qu'on leur donne des kits agricoles pour entretenir leurs vergers. On fait des fourrages dans les campements, dans les villages, dans les zones de production. On construit des écoles. On construit également des centres de santé, puisque il est aussi question dans le cadre de notre ministère de développement rural. On fait même les pistes, on réhabilite les pistes pour permettre que les produits puissent atteindre les marchés. Donc les gens ne considèrent pas tous ces avantages, alors que ça rentre dans le processus de revalorisation des paysans. Et ça, il faut que les gens le sachent. L'anacarde, monsieur le ministre d'État, l'anacarde, cet autre produit de rente, l'opposition encore lève la voix et demande à ce que ce soit payé à 400 francs CFA aux producteurs. Parce qu'actuellement, vous faites 275 francs. Vous savez, quand vous parlez de l'opposition, nous n'agissons pas en fonction de l'opposition. Nous n'agissons pas par rapport à l'opposition. Mais les populations, parce que l'opposition, son rôle, c'est de s'opposer. Écoutez-moi bien. L'opposition, son rôle est de s'opposer. Sinon, comment comprendre? Être une alternative non, écoutez. Il veut s'opposer, mais il veut être une alternative. Oui, mais monsieur, écoutez. Comment comprendre que le PDCI-RDA, qui a pour référent politique Houphouët-Boigny qui conçoit un bébé, qui est la stabilisation. Le président Henri Konan Bédié, il fait la même chose. Et en 2011, le PDCI-RDA et le RHDP ont ensemble géré le Conseil Café-Cacao. Il y a même le directeur général adjoint à l'époque qui était du PDCI. Comment vous pouvez comprendre que des gens qui ont conçu leur bébé le lavent et le jettent avec l'eau de bain? Cela n'est pas normal. Même si on doit s'opposer, mais on doit quand même se souvenir. Peut-être qu'ils se rendent compte. On a vu à l'époque ce qui a poussé les uns et les autres à aller à la libéralisation. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Houphouët, voleur. Houphouët a utilisé les fonds de cacao de la caisse de stabilisation pour nourrir le PDCI-RDA. Donc, c'est un combat commun que nous menons. Mais je suis malheureux quand je les vois en train de critiquer le régime, alors que nous avons géré ensemble. De 2011 à 2018, c'est quand même près de 8 ans. Alors, vous avez travaillé avec nous. Mais s'ils se rendent compte aujourd'hui que c'est peut-être pas bon, maintenant qu'ils sont en dehors, ils ont une bien meilleure visibilité. Peut-être que c'est ce qui... Oui, mais et pendant qu'ils étaient au pouvoir, moi j'étais au pouvoir avec eux. Tu sais, je suis un témoin oculaire de ce qui se passe. Député de 95 jusqu'à maintenant, ça fait 29 ans que je suis député. Le plus ancien député de Côte d'Ivoire, avec Kaka Wele. Donc j'ai vu ce qui s'est passé avec la stabilisation. De 2002 jusqu'à maintenant, je suis président du conseil régional. Et j'ai été même dans le gouvernement d'ouverture nationale. J'ai vu ce qui se passait au niveau du café-cacao, parce que, bon, c'est vrai, je n'ai pas duré avec ce régime. C'est de 2002 à 2005, j'ai fait 3 ans. Et quand le président Alassane est venu, je suis là depuis 2011. Donc ça fait près de 15 ans que je suis ministre et je suis témoin oculaire de tout ce qui se passe. On ne peut pas venir me dire des choses contraires à ce que nous avons vu. C'est la réalité. Et il faut que les gens sachent. Donc ça ne peut pas monter à 400 francs, le prix de la c'est qu'on a géré ensemble le conseil café-cacao. D'accord. Et ils n'ont qu'à faire attention. Ils vous ont bien compris. Est-ce qu'on pourra acheter... Ce n'est pas un aveu d'impuissance. C'est un aveu d'impuissance. Mais je suis en train de dénoncer ce qu'ils font. Oui, c'est un aveu d'impuissance. Vous ne pouvez pas monter au-delà de 275 francs en l'état actuel. 275 francs. Est-ce que l'anacarde, vous pourrez accéder à leur demande d'aller... Vous avez posé la question sur l'anacarde. Oui.
qu'il y a une autre réalité. Au niveau de l'ANACAD, nous fixons, le Conseil Café Cacao vient, il donne un prix plancher sur la base des consultations de l'ensemble des personnes qui sont engagées dans le processus de commercialisation. On donne un prix plancher. Mais si vous avez fait le constat, souvent on dit c'est 275, mais aujourd'hui l'ANACAD est payé à plus de 300 francs. Puisque là-bas, ce n'est pas comme le cacao, puisqu'il n'y a pas de caisse de stabilisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait ce prix-là? Mais on a même fait des efforts pour qu'on puisse atteindre ce prix. Le Vietnam est le pays qui notre noix de cajou est exportée au Vietnam. 80% de notre production est exportée au Vietnam. 18%, je veux parler du produit d'exportation, c'est-à-dire dans le cadre des exportations, ce sont 80% des produits, des amandes, des noix de cajou qui sont exportées. L'Inde exporte 18%. Au niveau du Vietnam, ils ont décidé, en raison des contraintes qu'eux aussi ont, avec la guerre en Ukraine, avec tout ce que vous avez, la Covid-19, il est arrivé même des moments où ils avaient fermé leurs usines, ils ont décidé de plafonner les prix. Mais quand on plafonne les prix, incontestablement, ça va réagir sur le producteur. Nous, on ne consomme pas la noix de cajou. Nous ne consommons pas. Combien d'Ivoiriens aujourd'hui peuvent se contenter de se nourrir de la noix de cajou? Quand vous avez votre banane, que vous allez sur le marché, qu'on n'achète pas, vous revenez à la maison, vous pouvez en disposer comme vous voulez. Mais la noix de cajou, ce sont eux qui le consomment. Et l'Inde a mis des taxes de 10% sur le kilogramme de cacao. On a fait des mains et pieds avec le conseil coton en ANACAD. Ils ont revu cela à la baisse et ils ont diminué de 5%. Mais les Ivoiriens, eux, ils ne peuvent pas savoir cela. Ils ne savent pas pourquoi on se bat. Mais pour remédier à tout ça, nous avons décidé d'aller vers d'autres personnes qui sont intéressées par notre noix de cajou. Et vous avez vu qu'effectivement, les Américains sont venus. Ils sont nombreux, ils en raffolent, ils aiment nos produits. Venus, oui, ils sont venus. Oui, je sais, ils ont manifesté un intérêt pour notre cajou. Oui. Mais ils ont posé des conditionnalités qui sont extrêmement difficiles pour l'accès des productions alimentaires à leur marché. Oui. Quand ils sont venus, c'est ce qu'ils ont posé comme problème. Mais sur ces conditions-là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez une politique pour que ces conditions soient réunies. Parce que les projections ne sont pas tout à fait optimistes. D'autant que le Vietnam... Monsieur le ministre d'État va y répondre. Oui, le Vietnam est en train de financer des plantations de 300 000 hectares en Birmanie. Mais vous savez que la noix de cajou de la Côte d'Ivoire est la meilleure au monde. Donc ils ont beau planter ailleurs, leur sol n'est pas adapté à la culture d'ANACAD. C'est vrai, ça va pousser, ça va donner, mais ça n'aura pas le même goût que les noix de cajou que nous avons en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre d'État. Donc incontestablement, tout comme le cacao, les gens auront toujours besoin de notre cacao et de notre noix de cajou. Monsieur le ministre d'État, à quand une caisse de stabilisation pour les autres produits de rente, à part le cacao qui seul bénéficie de cette forme de stabilisation? Mais vous-même, vous êtes en train de critiquer la politique de stabilisation. Ici, on ne critique pas, alors, on vous interroge. On veut savoir... Vous m'interrogez, vous vous êtes mis à la place des opposants pour m'interroger, mais ce n'est pas grave. Dans tous les cas, je vais trouver des réponses pour chacun. Mais ce qu'il faut... À quand une caisse de stabilisation? Oui, donc vraiment bravo. Je me rends bien compte que finalement, vous adhérez au principe de stabilisation parce qu'après avoir fait opposer les deux systèmes, libéralisation et stabilisation, vous vous rendez compte qu'il faut le faire pour les autres produits. Vous avez expliqué que ça ne peut pas monter, le prix à 400 francs, vous avez expliqué certaines situations. Non, je n'ai pas dit que ça ne peut pas monter. C'est un prix, à l'état actuel. C'est un prix plancher. Le prix plancher, cela veut dire quoi? Ça ne peut pas descendre, mais ça peut monter. D'accord. Et pour le moment, ça monte. Souvent même, on fixe à 250 francs et à la fin de la campagne, on est à 500 francs. Et puis bon, ici, c'est organisé.
quand on dit que notre noix de cajou fuit pour aller ailleurs. Mais dans les autres pays, là, ce n'est pas organisé, c'est des commercialisations illicites qui sont faites. Mais quand des personnes illicites s'engagent dans le processus de commercialisation, vous connaissez la conséquence de tout ça. Parce qu'on les arrête. Quand on les arrête, le produit est saisi et stocké quelque part. Est-ce que vous allez y arriver un jour à une caisse de stabilisation pour d'autres produits de rente? Oui, on peut y arriver, nous y travaillons. Je crois que, comme le président nous l'a demandé, il a souhaité qu'au niveau de la noix de cajou, nous revoyions les réformes. Parce que, quoi qu'il en soit, c'est ce que vous ne savez pas. Lorsque le président Alassane Ouattara accédait au pouvoir, nous étions à 32 000 tonnes de noix de cajou transformées. En 2019, nous sommes allés à 57 000 tonnes de noix de cajou. Aujourd'hui, nous sommes à 265 000 tonnes de noix de cajou transformées. C'est un effort. Et l'objectif, c'est d'aller à 300 000 tonnes au titre de cette année. Mais quand vous prenez également le cacao, j'ai les chiffres ici, la capacité de broyage aujourd'hui installée en Côte d'Ivoire, c'est de 972 000 tonnes au premier trimestre de 2023, contre 545 000 tonnes en 2011. Donc vous voyez, ça a quasiment juste un peu au-dessus d'un tiers. Oui, mais ça a quasiment doublé. Et puis, aujourd'hui, on a 12 entreprises industrielles qui sont installées avec 14 usines pour le cacao. Sauf qu'ils ne transforment que 22%, ce qui est marginal au Non, aujourd'hui, nous sommes à 765... Ça fait un tiers de la 765. production. Donc, nous transformons 34% de nos produits. Mais nous avons, écoutez bien, de cacao. Au niveau du cacao, il y a des usines qui sont en train de naître. Bientôt, nous allons procéder à leur inauguration et nous allons atteindre 1 112 000 tonnes de produits transformés. Ce sont des efforts. Et vous allez voir, lorsque la Côte d'Ivoire va commencer par transformer tous ses produits à 100%, mais les autres, là, pour pouvoir acquérir nos fèves, ils sont obligés de monter les enchères. Parce que nous, on a la possibilité de les récupérer ici, les stocker et les transformer. C'est ça aussi l'avantage de la transformation. Oui, et je loue ce courage du président Alassane Ouattara. Parce que Houphouët-Boigny, si vous avez vu ces temps-ci, comme les gens bavardaient beaucoup, le président Houphouët a dit la seule façon pour nous de rivaliser avec les autres, c'est la transformation de nos produits. Et qu'il arrivera un moment où les gens, nos enfants, viendront transformer nos produits. Et l'enfant qui vient aujourd'hui pour transformer ces produits-là, vous le connaissez si bien, il faut avoir le courage de le dire. Donc je laisse les autres bavarder. En attendant que cela arrive, on exporte 88% de nos noix de cajou, on exporte 3/4 de notre café, 2 tiers donc de notre cacao. Et les 2 tiers là, on attendait 50% à peu près de transformation, vous venez de le dire. À l'horizon 2030. À l'horizon 2030. Et nous allons, à un moment donné, transformer tout en Côte d'Ivoire. D'accord. Maintenant, et faire même des produits finis, c'est ça. Parce qu'il va arriver un moment où nous allons produire, on a déjà commencé, des tablettes de chocolat. Et les tablettes de chocolat qui vont être issues de la Côte d'Ivoire sont naturellement faites. Parce qu'ils ne vont pas prendre la destination de l'Europe en passant par la mer. Mais ça sera transformé ici, le goût y sera, et ça sera... D'accord, Monsieur le ministre d'État. On va à présent donner la parole aux téléspectateurs. Régis, Kofi, si vous nous entendez, on va vous passer le relais. Vous allez nous transmettre 4 questions des téléspectateurs. Régis, Kofi. Bonsoir à tous. Hamza Diaby, nous allons un tout petit peu revenir en arrière, si vous le permettez, puisque nous avons reçu beaucoup de questions sur le débat précédent, un tout petit peu quand même. Et pour cette première intervention, je pose la question telle que reçue. Monsieur le ministre, pourquoi la vente du cacao ivoirien n'est pas orientée
vers d'autres acheteurs tels que la Chine afin de faciliter une augmentation du prix au kilogramme. Monsieur Amouti Kofi, est-ce qu'il est possible de permettre aux paysans d'être impliqués à tous les étages dans la prise de décision en ce qui concerne justement le prix du cacao? Monsieur Yannick Quadio nous appelle de la Riviera. Il pense que le système de vente par anticipation a montré ses limites et il souhaiterait que les autorités ivoiriennes réfléchissent à un changement. Je pense que le ministre a abordé cette question. Et puis on termine avec la question de monsieur Quadio, question directe. Il souhaite peut-être une date. À quand la transformation véritable du cacao sur place? Voici Hamza Dabi pour cette première vague de questions. Merci beaucoup, Régis Kofi. Monsieur le ministre d'État, il y en a quelques-unes de ces questions auxquelles vous avez déjà répondu ici. Donc, allez-y pour ce que vous voulez dire. La question pour moi, qui n'a rien à voir avec ce que nous avons dit, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire n'oriente pas la vente du cacao vers d'autres pays. C'est une réalité. La Chine est intéressée par notre cacao. Et vous savez très bien que les Chinois sont nombreux. Les Chinois sont nombreux. Quand ils vont commencer par s'habituer au goût de notre cacao, mais nous n'aurons plus aucune difficulté. Et je sais que le Conseil Café Cacao travaille avec la Chine dans cette perspective. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont intéressés. C'est pour cela que nous avons dit à l'Union européenne, c'est vrai, vous êtes en train de nous imposer des normes. Mais nous essayons tant bien que mal de les respecter. Mais si à un moment donné, vous ne voulez plus de notre chocolat, nous allons nous tourner vers d'autres pays. Et là aussi, ça pose un problème, puisque les Européens sont tellement habitués au goût du chocolat qu'ils ne peuvent s'en débarrasser. Ça, c'est une réalité. Quand vous allez dans un restaurant européen, et à la fin, on vous demande, bon, qu'est-ce que vous voulez, du café ou du chocolat? Et la plupart du temps, quand je tends mon oreille, ce que j'entends, c'est chocolat. Et de Côte d'Ivoire. Et le chocolat de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les gens auront toujours besoin de notre chocolat. Et puis, il a parlé des ventes anticipées. Je crois qu'on a déjà parlé assez. La transformation également, on en a parlé. Et je voudrais les remercier pour leur assiduité à cette rencontre. Le code QR est toujours disponible, hein, chers téléspectateurs. Le téléphone est également ouvert. Vous pouvez joindre Régis Kofi qui se fera fort de nous transmettre vos questions. On en vient maintenant aux productions. Bakayoko, vous avez encore une question sur ce premier axe avant qu'on passe au second point? Par rapport au chocolat, tout le monde sait que le cacao ne représente pas beaucoup de choses dans la fabrication du chocolat en tant que produit de consommation. Il y a d'autres produits qu'on est qui viennent s'ajouter. Est-ce que vous y avez pensé, le lait, le sucre, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité, parce que vous voulez installer des usines ici, de la transformation, est-ce que votre chocolat que vous envisagez faire ici peut être compétitif sur le marché international? Nous sommes allés au Salon de l'agriculture de Paris. Nous avons eu successivement 3 prix. Le prix du meilleur stand international. Après, nous avons récidivé. Et cette année, nous avons eu le prix des meilleures saveurs des terroirs. C'est-à-dire que les gens sont venus sur nos stands. Ils ont goûté à notre chocolat. Mais le chocolat qu'on présentait là-bas, il n'y avait rien d'autre. C'est le chocolat dans toute sa nature qui a été consommé par les Européens et qui en ont été satisfaits, si bien qu'on a eu le prix. Il y a des artisans chocolatiers aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire, installés par le Conseil Café Cacao, qui font des prouesses en matière de transformation. Et qui même ont de l'audace, parce qu'ils vont jusqu'à associer certains produits du terroir au chocolat. La noix de cajou associée au chocolat. Il y a des épices qui sont associées au chocolat, du gingembre. Mais moi, je crois que
à ce niveau-là, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Merci, Monsieur le ministre d'État. On va en venir maintenant aux productions vivrières. On va essayer d'en savoir plus sur votre politique dans ce secteur. Mais avant, je vous propose de suivre cet élément vidéo. La Côte d'Ivoire s'est dotée de plusieurs programmes et projets pour optimiser ses productions, tant en culture de rente qu'en production vivrière. De 2018 à 2023, la production de bananes plantées est passée de 1 955 670 à 2 311 655 tonnes. Le maïs de 1 54 960 à 1 416 232 tonnes. La production du manioc a connu une hausse. Elle est passée de 5 608 044 à 8 248 246 tonnes en 6 ans. De façon générale, la production en matière de vivrier, nous portons, on peut dire, en termes de niveau de satisfaction des populations. Mais on pourrait voir dans certains des écarts, on peut dire négatifs, pour certaines spéculations comme le riz. Sinon, dans l'ensemble, nous avons depuis 2012 une tendance à la hausse de production et le taux de croissance est estimé autour de 6%. Néanmoins, nous avons eu quelques événements qui sont, on pourrait dire, des facteurs exogènes, de forts effets du changement climatique, puis dernièrement la crise de Covid et puis aussi la crise de l'Ukraine, qui ont eu un effet sur cette croissance. La culture du riz demeure l'un des principaux défis du gouvernement. Le riz, il faut le rappeler, est l'une des denrées les plus consommées par les populations ivoiriennes. Le besoin en 2023 s'est situé au-delà de 2 300 000 tonnes. Malgré les différents mécanismes mis en œuvre, la production locale ne couvre que 55% de la demande, soit 1 307 496 tonnes de riz blanchi. Le riz, pour l'instant, nous ne sommes pas autosuffisants. Nous sommes en train de y travailler pour véritablement renverser la tendance véritablement sur les questions de produits en système irrigué. Donc actuellement, il y a un ensemble de dispositifs qui sont en place pour permettre de produire sur au moins 3 cycles de riz dans l'année, c'est-à-dire en maîtrise totale de l'eau. Grâce au programme national d'investissement agricole PENIA 1 et 2, la Côte d'Ivoire a réussi à maintenir et à accroître ses productions. Le projet de développement des chaînes de valeur vivrières a également permis de renforcer les productions agricoles. Dans le mois de mars, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, a entamé une campagne de distribution de semences et d'engrais améliorés. Objectif, booster les rendements des producteurs. Merci beaucoup, Davis Oyo. Monsieur le ministre d'État, comment se porte notre secteur vivrier? Le secteur vivrier se porte bien, contrairement à nos détracteurs, à ce que disent nos détracteurs. Qui sont vos détracteurs? Vous les connaissez en tant que journaliste. Mais je ne suis pas à eux maintenant. Je suis venu ici aujourd'hui pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. En 2011, lorsque le président Alassane Ouattara accédait au pouvoir, nous avons découvert des outils de production vraiment détruits, désuets. Et les paysans ne savaient plus à quel saint se vouer parce qu'il y avait eu la longue crise. Le président de la République a demandé qu'on mette en place le programme national d'investissement agricole de première génération. PENIA. Le PENIA 1. Donc, l'objectif du PENIA 1, c'est de réhabiliter toutes ces infrastructures qui ont été détruites, de mettre en place les outils de production et de produire pour les consommateurs ivoiriens. Si bien que de 2011 à 2017, je dirais même 2012 à 2017, nous avons mis en place cette politique qui nous a permis de passer de plus de 11 millions de tonnes de produits vivriers à 18 000 tonnes de produits vivriers
18 millions. 18 millions de tonnes. Je peux même vous donner, je crois, les chiffres exacts. Donc, elles sont passées de 11 495 919 tonnes en 2011 à 18 324 563 tonnes en 2017, soit une augmentation de 59%. Oui, mais monsieur le ministre, mais je n'ai pas fini. Cette augmentation est portée par le manioc et l'igname. Non, j'arrive. Laissez-moi vous informer. Par le manioc, mais par d'autres spéculations. Vous ne parlez pas de tomates, vous ne parlez pas d'aubergines, vous ne parlez pas... Le riz qui est le plus consommé... Du riz, ben vous allez voir. Posez-moi des questions sur le riz, je vais vous répondre. Monsieur le ministre, mais pour le moment, je suis en train de vous donner les détails. Donc, on est allé à 18 millions de tonnes. C'est vrai que en 2015, en raison de la sécheresse, nous avons connu une légère baisse de l'ordre de 0,9%. Mais cela ne nous a pas empêchés de travailler. Et de 2017, donc 2018, jusqu'à aujourd'hui, 2023, nous avons atteint 22 371 894 tonnes, soit 94,6% par rapport au niveau de 2011. Donc 2011, 11 millions, maintenant nous sommes à 22 millions. Nous avons quasiment doublé la production vivrière. Donc ceux qui racontent qu'il n'y a rien n'ont mangé, mais ils se trompent. Parce que regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, partout où vous allez trouver de la nourriture. Prenez les routes de part et d'autre. Vous voyez des produits vivriers entassés. Cela veut dire que la Côte d'Ivoire travaille. Mais nous entendons aller bien au-delà avec ce que vous avez vu tout à l'heure dans le cadre du reportage qui a été fait. Le président de la République nous a demandé qu'indépendamment de ce qu'on donne pour le cacao, de ce qu'on donne pour la noix de cajou, de ce qu'on donne pour les spéculations de rente, il faut maintenant diversifier notre agriculture par la mise en place donc de cultures vivrières. Alors, vous nous rassurez, sécurité alimentaire garantie? Oui, sécurité alimentaire, pas totalement garantie, parce qu'il faut faire la différence. Oui, la sécurité alimentaire, mais pas la souveraineté. Parce la nuance, allez-y. Non, la sécurité alimentaire, c'est le droit d'un pays à permettre à son peuple de disposer en quantité de la nourriture, en qualité de la nourriture, et que ce peuple-là puisse accéder à cette nourriture sans difficulté. Donc, à ce niveau-là, ça peut être des produits d'exportation ou bien des produits qui sont faits au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ça, la sécurité alimentaire. Mais la souveraineté alimentaire, c'est que nous allons faire la même chose, permettre à nos peuples de disposer de la nourriture en quantité, en qualité. Mais cette fois-ci, la différence, c'est qu'on ne peut plus rien nous imposer de l'extérieur. C'est-à-dire que si nous, avec ce que nous avons vu en Ukraine, si nous décidons que désormais, on ne va plus faire venir, par exemple, de la farine de blé, parce qu'on a la possibilité de faire de la farine de manioc, de la farine de maïs, et puis adapter notre alimentation, alors nous pouvons le faire. Donc on ne nous impose rien. Or aujourd'hui, on peut vous donner de l'argent et vous demander, par exemple, aller faire telle spéculation, mais la souveraineté alimentaire, nous en disposons. Merci, Monsieur le ministre d'État. Dans son reportage, justement, Siaka Kone s'est intéressé à la question « Comment assurer la sécurité alimentaire ?» On regarde, Monsieur le ministre. La transformation des produits vivriers est une option. D'abord, je vous donne un exemple. Quand un commerçant se rend à l'intérieur du pays pour payer du manioc, dans le but de faire peut-être l'attiqué. Alors, le manioc qu'il va prendre, quand il arrive à Abidjan, c'est peut-être seulement 40% de ce manioc qu'il va utiliser. Parce que quand il va éplucher, il va broyer, ce qui va rester, c'est peut-être 40%.
Donc déjà, si là où on prend le manioc, on arrive déjà à faire ce premier niveau de transformation, il n'aura peut-être qu'à transporter la pâte. Donc ça réduit les coûts de transport et tout ça. Mais la transformation permet de donner plus de valeur au produit. C'est-à-dire qu'un produit brut qui est vendu peut-être à 100 francs, quand il suit un processus de transformation, il finira peut-être à 300 ou 500 francs. Donc ça donne beaucoup plus de valeur au produit. Et donc quand vous mettez en place ces infrastructures de transformation, c'est également aussi de l'emploi que vous créez pour la jeunesse. Et donc la transformation permet également de réduire les pertes post-récolte. Et la transformation permet d'assurer une bonne disponibilité. Parce que si vous prenez des produits tels que le gombo, à certaines périodes de l'année, vous avez du gombo frais. Mais quand il n'y a plus de pluie, ce gombo frais-là, il disparaît. Alors qu'il y a eu des périodes où ce gombo est apparu en grande quantité. Donc quand vous transformez, vous avez la possibilité de garder et puis consommer le produit transformé une fois que le produit brut est fini sur le marché. Les propos de M. Bernard Adou ont été recueillis par Siaka Kone. Monsieur le ministre d'État, quels sont les éléments que l'État, que vous mettez en place, justement, vous, le gouvernement, pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire? Oui, tout à l'heure, je vous ai dit qu'en ce qui concerne la sécurité alimentaire, nous-mêmes, nous produisons, mais la différence que nous ne pouvons pas produire, nous l'importons. Mais de sorte que nos populations puissent disposer à satiété de la nourriture. C'est ce qui se fait. Maintenant, la souveraineté alimentaire, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Mais vous avez vu tout à l'heure dans le film, nous avons aujourd'hui des grands projets. Des grands projets avec les chaînes de valeur agricoles, les chaînes de valeur du vivrier, et dont l'objet consiste à accorder aux jeunes des fonds à coût partagé qu'on installe, qu'on suit dans la perspective de production. Et lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire, ce n'est pas seulement donner des intrants, mais il faut d'abord qu'il y ait la maîtrise d'eau. Parce que si vous n'avez pas la maîtrise d'eau, vous ne pouvez rien faire. En Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'avoir des lacs, des fleuves, des barrages partout. Nous avons la possibilité, nous avons des rivières, des bas-fonds. Mais pour aller à la modernisation de notre agriculture, nous devons les aménager, nous devons faire de l'irrigation, nous devons faire tout pour trouver des semences améliorées à haut rendement. Tout ça, ça participe de notre politique d'autosuffisance alimentaire qui va nous pousser à aller à l'atteinte de cette souveraineté alimentaire. Je conviens avec votre politique volontariste, j'en conviens, mais il y a quand même un produit stratégique, le riz par exemple. Ce riz-là, il pousse partout en Côte d'Ivoire. Moi, il y a quelques semaines, j'étais à Grand Laou, j'ai vu des surfaces vraiment inexploitées, des terres arabes complètement inexploitées. Alors, qu'est-ce que vous faites pour qu'on soit à importer près de la moitié de notre production, de notre consommation en matière de riz? Pourquoi vous n'y mettez pas l'accent sur ce secteur qui est quand même assez névralgique, qui est très important dans nos habitudes de consommation? Alors, tout à l'heure, en ce qui concerne le riz, je vais vous donner des chiffres. Mais je vais également faire la jeunesse. C'est vrai, rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Le temps vous pouvez le faire en 10 secondes. Il est arrivé un moment où la Côte d'Ivoire était autosuffisante en riz. Souvenez-vous de la Satmassi, de la Soderi, qui avait été mise en place par le président Houphouët-Boigny et qui avait travaillé à consolider ce secteur d'activité. On faisait du riz à profusion et on était devenu autosuffisant. Malheureusement, les Ivoiriens n'aiment pas consommer le riz local à l'époque. Même le manœuvre
qu'on emploie pour produire ce riz, quand on le lui donne, il préfère plutôt le riz importé. Et on sait, en la matière, c'était tombé. Il y a eu donc de l'importation à outrance qui a fait qu'à un moment donné, on n'a plus suivi. Mais le président Alassane est venu, il est en train de toucher aux fondamentaux qui existaient. Il y avait des barrages. Quand vous allez, par exemple, à Korogo, le Solomon, un grand barrage qui avait été fait, mais qui était abandonné, le président Alassane Ouattara l'a réhabilité. Non seulement il l'a réhabilité, mais il a fait des aménagements qui permettent aujourd'hui d'installer plus de 700 hectares. Quand vous allez dans le Sologo, c'est la même chose. L'autre jour, j'étais à Odiéné. 3 barrages sont en train d'être réhabilités. Cela veut dire que le président y pense. Et pour vous dire vrai, il est arrivé un moment où la production a véritablement chuté. Mais depuis un moment, nous sommes en train d'aller à la hausse. Nous étions en 2023, mais bien avant, en 2022, nous étions à 1 107 000 tonnes de riz blanchi. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes à 1 307 000 de riz blanchi. C'est vrai que ce que nous produisons aujourd'hui atteint 55% de nos besoins. La différence, certes, est importée, mais avec ce que nous sommes en train de faire, que vous voyez, la distribution de kits agricoles va nous permettre, d'ici là, d'atteindre notre autosuffisance. Monsieur le ministre d'État, est-ce au nom de cette sécurité alimentaire que vous aviez à un moment donné, ça continue même d'ailleurs, avec vos collègues du commerce et puis du budget et finances, que vous avez suspendu la sortie, l'exportation de certains produits vivriers? On vous l'a déjà expliqué. Vous savez, c'était pour nous une stratégie de permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'assez de vivres pour faire face à la canne où plus de 2 millions de personnes sont arrivées. C'est ce qui a été dit, monsieur le ministre. Il fallait leur permettre... Mais la canne, c'est 1 mois, vous avez pris une mesure pour 6 mois. Après 1 mois, le président de la République, lui, il écoute ses collaborateurs. Après les 1 mois, nous lui avons fait le retour sur la base de documents pour montrer qu'il y a certains produits qui aujourd'hui peuvent permettre aux Ivoiriens d'en disposer à satiété et que la différence peut être également faire l'objet d'exportation. Et le président a accordé cela, si bien que l'INAM n'est plus concerné parce que nous sommes autosuffisants à plus de 100%. À 106%. Le manioc, nous sommes à près de 108%. Millions de tonnes d'autosuffisance. Et puis également, il y a la banane plantain. Donc c'est dire que le président nous a écoutés. Les autres produits, ça se poursuit voilà. jusqu'aux 6 mois. Voilà. Mais est-ce qu'avant de prendre cette mesure, vous avez pu parler aux commerçants, aux exportateurs ou aux producteurs pour que justement la situation à laquelle on a assisté ne puisse... Parce qu'on a vu quelques denrées alimentaires pourrir quand même sur nos marchés parce qu'elles n'avaient pas pu être exportées. Nous avons signé en interministériel, mais le lead de ce dossier, c'était le ministère du Commerce. Et je crois qu'il a dû le faire. Sinon, on ne pouvait pas signer un document alors qu'on n'a pas informé les personnes qui sont concernées. C'est vrai, il y avait des gens qui avaient déjà des camions prêts à partir, mais en raison donc de l'arrêté, ils nous ont posé le problème, les préjudices subis, mais ces dossiers-là sont à l'étude. Monsieur le ministre, vous envisagez créer des agropoles, hein? Oui. Une dizaine, 9, j'imagine. Oui, les agropoles sont l'instrument. C'est sur quelle base vous avez fait la répartition territoriale et quel est le résultat aujourd'hui? Le ministre d'État va déjà expliquer les agropoles, à quoi elles vont servir. Oui. Vous savez, je vous ai parlé de la politique du PNIA 2. Vous avez le PNIA 2 qui intègre toutes les chaînes de valeur. La production, la transformation, la commercialisation. Mais l'outil privilégié pour l'exécution de tout cela, ce sont les agropoles.
Nous en avons déjà un à Yamoussoukro qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, l'agropole du Nord à Korogo fonctionne bien et qui intègre toutes les régions de la localité, et l'agropole de l'Est qui est en train d'être mise en place avec bien sûr d'autres agropoles. Nous en avons 9. Vous savez, nous avons des spécificités agricoles des localités. Parce que nous avons dit que, par exemple, le cacao ne se produit pas au Nord, mais il y a d'autres produits qui se produisent, qu'on produit au Nord. Donc nous allons nous baser sur ces produits-là pour asseoir notre stratégie de développement agricole. Et il en est de même de Bondoukou, il en est de même de Gagnoa, il en sera de même pour les autres agropoles qui sont en train de se constituer. Pour nous, la meilleure façon d'atteindre notre souveraineté alimentaire, c'est de travailler sur la base des agropoles. Et déjà, ça produit ses effets. D'accord, Monsieur le ministre d'État. Monsieur le ministre d'État, quid du soja, le soja? Oui, le soja, c'est un produit qui peut bien réussir en Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit, sous le président Oufoué, bon, chaque fois, vous savez, Oufoué, c'est un visionnaire, mais il a un référent politique. Chaque fois, je le cite, c'est Alassane Ouattara. Parce que quand Oufoué avait mis en place des aménagements du côté de Touba, Odiéné, ce projet soja qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Pour faire le soja, mais c'est que vous ne suivez pas. Non, je suis de Touba, donc je sais bien que ça mais si vous êtes de Touba, c'est que vous n'y allez pas. Parce que depuis que moi je suis là, d'abord nous avons fait 600 hectares de soja, après nous avons fait 1500 hectares, aujourd'hui nous sommes à 3000 hectares de soja à Touba. Et nous avons même un champ sémencier du côté de Touba. Et nous avons pu produire près de 250 000 tonnes de semences qui vont être emblavées au niveau d'Odiéné, de Touba et de partout. Monsieur Donc vraiment, allez-y à Touba, vous allez voir. Nous allons, Régis Kofi, si vous nous entendez, 2 questions. Monsieur le ministre finit là-dessus. 2 questions. Nous avons, il nous reste plus. Comment? Je conclue. D'accord. 2 questions. Monsieur le ministre y répond et il conclut. Allez-y, Régis Kofi. Régis Kofi. D'aubergines et d'oignons font leur entrée sur le territoire ivoirien en provenance des pays limitrophes. Quelle politique du gouvernement pour justement inverser la tendance? Et puis, M. Biti nous a joint de la commune d'Adjamé. Sa question, quelle est la politique mise en place par le ministère de l'Agriculture pour faciliter l'adhésion des planteurs aux produits sociaux, notamment la CMU, le RSTI? Pour lui, beaucoup reste à faire dans ce domaine. Hamza Diaby. La première question, si Régis Kofi peut la répéter pour le ministre d'État, très rapidement. Alors, je répète les 2 questions. Monsieur Koko Francis nous appelle de Yamoussoukro. Il nous fait remarquer que pendant la saison sèche, des camions remplis d'aubergines et d'oignons font leur entrée sur le territoire ivoirien en provenance des pays limitrophes. Quelle politique du gouvernement pour inverser la tendance? Et la deuxième question, c'est celle de M. Biti, qui nous a joint de la commune d'Adjamé. Sa question, quelle est la politique mise en place par le ministère de l'Agriculture pour faciliter l'adhésion des planteurs aux produits sociaux, notamment la CMU et le RSTI? Pour lui, beaucoup reste à faire justement dans ces domaines. Hamza Diaby. D'abord, je voudrais vous faire savoir que si vous avez suivi l'actualité ces temps-ci, nous étions du côté de Saint-Fra avec le Premier ministre pour lancer la politique que nous mettons en place pour les maraîchers. Nous avons même visité des zones de maraîchage. Et aujourd'hui, ce sont les semences du vivrier, mais il y a aussi les semences au niveau du maraîcher. Et comme je vous ai dit, on a beaucoup de programmes, on a beaucoup de fonds qui vont nous permettre d'installer des jeunes, d'aménager des espaces. Aujourd'hui, on a la politique aussi de la production sur toute la saison. Je vous ai parlé de maîtrise d'eau.
on a des cultures sous serre et on est en train d'également y travailler. Vous allez voir bientôt, nous irons sur des parcelles aménagées avec des serres. Nous avons également décidé de trouver des espaces que nous allons irriguer pour permettre aux plants de mieux se porter. Et je crois que en matière donc d'aubergines, de tomates et de bien d'autres produits du genre, nous allons travailler. Bon, c'est vrai, vous me dites que ça vient d'ailleurs, mais nous aussi, on voit les aubergines partout, on voit le gnagna, on Allez-y, voit la monsieur tomate. le ministre d'État, vous allez... Maintenant, les oignons, vous savez, c'est vrai, il est de coutume, un pays comme le Niger, il ne fait pas du cacao, puisque c'est un pays presque désertique. Donc, ils ont des spéculations agricoles qu'ils développent. C'est leur produit phare, comme le cacao l'est pour nous, comme la noix de cajou l'est pour nous. Mais nous avons décidé, il y a des jeunes qui se sont perfectionnés dans le domaine de la production d'oignons. Quand vous allez, par exemple, à Yamsokro, il y a des villages où la production d'oignons se fait. Allez-y du côté de Tafiré et de Niakara, il y a des femmes qui s'organisent pour faire de la production. Parce que l'oignon ne peut pas réunir partout, ne peut pas réussir partout. Et je crois que ça fait partie de notre politique de développement agricole. Et nous y travaillons. Et je crois que vous serez heureux d'ici là de voir qu'il y a de l'oignon qui pousse bien en Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le ministre d'État. On a terminé. Merci. Oui, mais je voudrais quand même... D'accord, vous avez quelques secondes, allez-y. Oui, je voudrais vraiment vous remercier de cette opportunité que vous nous donnez. Mon objectif n'est pas tellement de convaincre tout le monde. Vous savez, je vais vous donner l'anecdote du chasseur d'éléphants. Excusez-moi, il y a un éléphant qui a des partisans dans un village, qui a également des ennemis. L'éléphant, le chasseur d'éléphants a tué un gros éléphant. Mais quand il est arrivé, ses partisans disent « Ah, il a tué un gros éléphant ». Ses ennemis disent « Non, c'est un éléphanteau ». Ce n'est pas un éléphanteau, c'est un gros éléphant qui a la taille d'une maison. Il dit « Mais on dirait même qu'il n'a pas de graisse ». On dit « La graisse qu'on a sortie de la chair, ça peut remplir des barriques ». Il dit « Oui, mais qui va acheter cette viande ?» Il dit « Mais paraît-il même que ça n'a pas suffi parce que tous les autres qui sont venus des villages environnants ont trouvé que la viande était Qu'est-ce que vous voulez nous dire, achetée. monsieur le ministre? Non, je termine maintenant. Maintenant, il dit mais quand on a vendu là, tout le monde a acheté. Il dit « Mais ils vont payer à crédit ». On dit « Non, ils n'ont pas payé à crédit parce que chaque fois quand tu payes, on te donne en même temps ta viande et tu donnes l'argent. » Il dit, mais avec cet argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va boire du koutoukou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quels que soient les arguments qu'on avance pour convaincre les gens, il y aura des gens qui vont faire semblant de dormir. Or, quelqu'un qui fait semblant de dormir, tu ne peux pas le réveiller. Merci. Mais nous, on avance avec le développement. Merci, monsieur le ministre d'État. Kobenan Kwasi Adjoumani, merci beaucoup d'avoir accepté de venir ce soir pour vous prêter à l'exercice. Vous êtes accompagné d'une forte délégation de vos collaborateurs, dont je salue également la présence. On en sait énormément ce soir sur votre département et on a pu parler longuement de cette question de prix du cacao qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en ce moment par rapport à cette tendance haussière qui s'explique à l'origine par une très mauvaise récolte ces derniers temps en Afrique de l'Ouest. Et comme la Côte d'Ivoire et le Ghana représentent 60% de la production mondiale, cette baisse de l'offre génère un déficit sans précédent sur le marché du cacao. Les stocks internationaux ayant diminué, les tensions conduisent forcément à un déséquilibre entre offre et demande et à une hausse spectaculaire des cours. Merci encore une fois pour votre présence. Merci à toi, Lanciné Bakayoko. Merci à toute la grande et belle équipe qui a piloté et réalisé cette émission. Vous êtes absolument formidables. On sera de retour ici le mardi 30 avril prochain pour un autre numéro de RTI 1 reçoit. Bravo, monsieur le ministre.